C'était il y a quelques années, lors d'un dîner chez des amis. À ma table se trouvaient deux hommes, tous deux veufs, la soixantaine élégante et le regard intelligent. Le premier, un notaire à la retraite, était brillant, volubile. Il racontait ses voyages, ses succès professionnels. Il avait un avis éclairé sur la politique, l'art, le vin. La conversation était nourrie, intéressante. L'autre homme, un ancien libraire, était plus discret, presque en retrait. Il écoutait beaucoup. À un moment, j'ai évoqué une difficulté que je rencontrais avec mon jardin, une histoire de rosier récalcitrant. Le notaire a immédiatement pris la parole. Il m'a expliqué les types de sols, les traitements, les techniques de taille. C'était précis, factuel, sans doute très juste. Puis le libraire, qui n'avait presque rien dit, s'est légèrement penché vers moi, et d'une voix douce, il m'a simplement demandé : « Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes dans ce jardin ? » Un silence s'est fait, pas autour de la table, mais à l'intérieur de moi. La question était si inattendue. Le premier homme m'avait traité en auditrice, un public pour son savoir. Le second me voyait comme une personne, avec un monde intérieur. Je suis rentrée ce soir-là en ne pensant qu'au libraire. J'ai mis des années à comprendre la puissance de ce qui s'était joué dans cet instant minuscule. Aujourd'hui, je sais. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Vous est-il déjà arrivé, à la fin d'un rendez-vous qui semblait pourtant réussi, de sentir un froid, un silence que vous n'expliquiez pas ? Vous avez parlé, vous avez été charmant, vous avez montré vos meilleures cartes, et pourtant, quelque chose s'est éteint dans le regard de la femme en face de vous. Vous êtes rentré chez vous avec cette impression déroutante que la conversation avait glissé sur elle sans jamais vraiment l'atteindre. Peut-être vous êtes-vous dit : « Je ne comprends pas. J'ai tout fait ce qu'il fallait. Et pourtant, elle a disparu. » Si cette situation vous est familière, alors vous allez comprendre ce qui a changé pour les femmes de ma génération. Voyez-vous, nous avons été élevés dans un monde où la distance émotionnelle des hommes était la norme. Nos pères, et plus tard souvent nos maris, étaient des hommes présents, des piliers, mais ils étaient souvent inaccessibles. Ils ne partageaient pas leur monde intérieur. Je repense à mon mariage avec Bertrand. 24 ans avec un homme droit, fiable, mais qui ne posait jamais de questions sur ce que je ressentais. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était le contrat tacite de notre génération. On ne demandait pas. Et nous, les femmes, on n'exigeait pas. Mais après une séparation, un divorce, un veuvage, le contrat change. Nous ne cherchons plus un protecteur ou un pourvoyeur. Nous avons déjà eu cela, et nous savons nous occuper de nous-mêmes. Nous cherchons un partenaire, un confident, cette pudeur de notre jeunesse qui nous a appris à ne pas trop en demander s'est effacée. Aujourd'hui, nous sommes libres, et nous ne nous contenterons pas de moins. Ce n'est pas une exigence nouvelle, c'est une priorité qui a enfin l'espace pour exister. Et cette priorité, cette qualité qui change tout, la voici. C'est la curiosité authentique. Je ne parle pas de la curiosité d'un enquêteur qui coche des cases. Avez-vous des enfants ? Depuis quand êtes-vous seul ? Où partez-vous en vacances ? Je parle d'un intérêt sincère pour la femme que nous sommes devenues, aujourd'hui, après avoir traversé toute une vie. Nous, les femmes de ma génération, avons passé notre existence à écouter les histoires des autres, celles de nos parents, de nos maris, de nos enfants, de nos patrons. Un homme qui, à son tour, est plus intéressé par notre histoire que par le besoin de raconter la sienne, ne se rend pas compte du pouvoir de séduction qu'il déploie. Il ne séduit pas, il captive. La plupart des hommes, bien intentionnés, posent des questions pour récolter des faits,
Il mène une sorte d'interrogatoire poli. Si une femme dit « J'ai fait un voyage en Sicile l'an dernier », l'homme moyen demandera « Dans quelle ville ?» Il s'intéresse à l'itinéraire. L'homme qui se distingue posera une autre question. Quelle est l'image ou la sensation de ce voyage qui vous revient le plus souvent? Le premier s'intéresse à ce qu'elle a fait, le second à ce qu'elle est devenue. Pour développer cette qualité, il suffit de pratiquer l'écoute rebond. Au lieu de préparer votre prochaine question pendant qu'elle parle, écoutez vraiment sa réponse et posez une question qui en découle directement, qui approfondit ce qu'elle vient de vous confier. Il y a un autre réflexe, très masculin, qui est de vouloir réparer nos vies. Quand une femme partage une inquiétude, elle ne cherche presque jamais une solution. Elle cherche une connexion. Elle s'inquiète pour son fils adulte qui traverse une période difficile. L'homme moyen, pour se montrer utile, dira « Il devrait faire ci ou ça ». En faisant cela, sans le vouloir, il la traite comme une personne incompétente et invalide son émotion. L'homme désirable dira simplement « Cela doit être lourd à porter pour vous ». Il valide son ressenti au lieu de gérer son problème. Pour une femme qui a géré sa vie et celle des autres pendant 40 ans, c'est un soulagement immense d'être enfin entendue, pas conseillée. Cet homme qui nous captive n'est pas non plus une forteresse. Il n'a pas peur de partager une once de sa propre incertitude. Attention, il ne s'agit pas de se plaindre, mais de créer un espace de confiance. Au lieu de se lamenter sur la difficulté de faire des rencontres, il peut dire avec un sourire léger, naviguer dans ce nouveau monde de rencontres après tant d'années. C'est toute une aventure, vous ne trouvez pas? Cela ouvre une conversation d'égal à égal. Mon mari, Bertrand, n'aurait jamais admis une telle chose. Pour lui, toute incertitude était un aveu d'échec. Un homme qui sait formuler une vulnérabilité partagée n'est pas faible. Il est humain, et il nous invite à l'être avec lui. Enfin, il y a l'élégance de la mémoire. Le geste le plus séduisant et le plus rare est celui qui prouve qu'un homme a non seulement écouté, mais qu'il a retenu. Gilles, l'homme que j'ai connu après ma séparation, m'avait un jour interrogé sur un détail anodin que je lui avais mentionné des semaines auparavant, à propos d'un livre que je cherchais. Ce simple « Avez-vous finalement trouvé ce livre dont vous me parliez ?» a provoqué en moi un petit choc émotionnel. Cela voulait dire que je n'étais pas une rencontre interchangeable. Notre conversation avait laissé une trace. J'existais pour lui en dehors de sa présence. Je me souviens de mon premier vrai rendez-vous après ma séparation, avec un homme nommé Alain. Il était charmant, cultivé, impeccable. Pendant 2 heures, il m'a décrit sa carrière, sa passion pour l'opéra, ses voyages en Inde, les défis de la rénovation de sa maison de campagne. Il ne s'est pas vanté, il a raconté. Mais tout au long du dîner, mon monologue intérieur était le même. Il ne m'a pas posé une seule question qui ne servait pas à alimenter sa propre histoire. Je suis redevenue un miroir, comme avec Bertrand. À la fin, quand Alain a dit avec une assurance tranquille « J'espère que nous nous reverrons », je lui ai souri et j'ai répondu la phrase consacrée. Ce fut une très belle soirée, merci. Une fin de non-recevoir polie, mais définitive. Il n'a jamais su pourquoi il n'y a pas eu de second rendez-vous. La décision était prise avant même que le café n'arrive. Je préférais être seule que d'être de nouveau invisible à côté de quelqu'un. Cet homme n'avait rien fait de mal. Il avait simplement oublié de s'intéresser à moi. Le résultat de cette curiosité authentique n'est pas simplement d'obtenir un autre rendez-vous. C'est de changer radicalement la nature de l'interaction. Quand un homme fait preuve de cet intérêt sincère, la femme en face de lui se détend. La performance s'arrête, de part et d'autre. Les armures tombent. Une véritable rencontre peut commencer. Un homme qui maîtrise cet art ne cherche plus à impressionner, il cherche à connaître. Et par cet acte simple, il devient fascinant. Il n'obtient pas notre numéro de téléphone,
il obtient notre confiance. Et à notre âge, la confiance est infiniment plus désirable qu'un compliment. C'est le début non pas d'un jeu de séduction, mais d'une relation possible. La véritable élégance, pour un homme de votre âge, n'est plus de démontrer, c'est d'inviter l'autre à exister pleinement devant vous. C'était il y a quelques années, lors d'un dîner chez des amis. À ma table se trouvaient deux hommes, tous deux veufs, la soixantaine élégante et le regard intelligent. Le premier, un notaire à la retraite, était brillant, volubile. Il racontait ses voyages, ses succès professionnels. Il avait un avis éclairé sur la politique, l'art, le vin. La conversation était nourrie, intéressante. L'autre homme, un ancien libraire, était plus discret, presque en retrait. Il écoutait beaucoup. À un moment, j'ai évoqué une difficulté que je rencontrais avec mon jardin, une histoire de rosier récalcitrant. Le notaire a immédiatement pris la parole. Il m'a expliqué les types de sols, les traitements, les techniques de taille. C'était précis, factuel, sans doute très juste. Puis le libraire, qui n'avait presque rien dit, s'est légèrement penché vers moi, et d'une voix douce, il m'a simplement demandé « Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes dans ce jardin ?» Un silence s'est fait, pas autour de la table, mais à l'intérieur de moi. La question était si inattendue. Le premier homme m'avait traité en auditrice, un public pour son savoir. Le second me voyait comme une personne, avec un monde intérieur. Je suis rentrée ce soir-là en ne pensant qu'au libraire. J'ai mis des années à comprendre la puissance de ce qui s'était joué dans cet instant minuscule. Aujourd'hui, je sais. Et ce que j'ai compris ce jour-là, je pense qu'aucune femme n'a jamais pris le temps de vous le dire aussi directement. Vous est-il déjà arrivé de conclure un premier rendez-vous, ou même un second, en étant parfaitement satisfait de vous? La conversation était fluide, vous avez été charmant, vous avez raconté votre parcours, vos passions, et pourtant, vous avez senti, à un moment précis, un très léger recul. Un changement infime dans le regard de la femme en face de vous, une sorte de fermeture polie que vous n'avez pas su interpréter. Vous êtes rentré chez vous avec l'impression d'une soirée réussie, et puis, plus rien. Un silence. Pas de dispute, pas de reproche, pas même un message d'explication. Elle a simplement cessé de répondre, vous laissant avec cette question lancinante. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas, tout allait bien. Si cette situation vous est familière, ce n'est pas parce que vous êtes tombé sur une femme instable ou indécise. C'est parce que vous êtes tombé sur une femme de ma génération. Et je peux vous en parler, parce que je suis l'une de ces femmes. J'ai été élevée avec ces codes du silence. J'ai vécu 24 ans avec Bertrand, mon ex-mari. Un homme de valeur, un homme sur qui l'on pouvait compter. Mais un homme qui, comme ce notaire à ce dîner, parlait admirablement bien du monde, sans jamais s'aventurer dans le mien. Il ne posait pas de questions. Pas par manque d'intérêt, mais parce que cela ne se faisait pas. C'était le contrat de notre époque. Nous, les femmes, n'exigions pas. Et vous, les hommes, ne saviez pas qu'il fallait offrir. Mais ce contrat-là est devenu caduc. Voyez-vous, le malentendu ne vient pas de ce que vous faites, mais du monde dans lequel vous avez appris à le faire. Nous avons été élevés, vous et nous, dans un univers où la distance émotionnelle d'un homme était non seulement acceptée, mais souvent perçue comme un signe de force. Nos pères, et plus tard beaucoup de nos maris, étaient des hommes présents, des piliers. Mais ils étaient souvent des forteresses. Ils ne partageaient pas leur monde intérieur, et surtout, ils ne posaient que très rarement de questions sur le nôtre. Je repense à mon mariage avec Bertrand. 24 ans avec un homme droit,
fiable, qui n'aurait jamais failli à ses responsabilités, mais un homme qui, comme ce notaire à ce dîner, était un expert du monde extérieur et un parfait étranger à mon monde intérieur. Il ne posait pas de questions, pas par méchanceté, mais parce que cela ne se faisait pas. C'était le contrat tacite de notre génération. Vous, les hommes, assuriez la sécurité matérielle. Nous, les femmes, assurions la marche du foyer. Et les émotions, on les gérait en silence, avec cette pudeur qui nous a appris à ne pas trop en demander. Seulement voilà, après une séparation, un divorce, un veuvage, ce contrat est rompu. À 60 ans, une femme ne cherche plus un protecteur ou un pourvoyeur. Elle a déjà eu cela. Et surtout, elle a appris à être son propre pilier. Elle ne cherche plus un homme pour construire une vie. Elle cherche un homme avec qui partager la sienne. Et cette pudeur de notre jeunesse, qui nous a si longtemps empêchés de dire ce que nous voulions vraiment, s'est transformée en une clarté redoutable. Ce n'est pas une exigence nouvelle, c'est une priorité qui a enfin la place d'exister. Et c'est précisément pour ça que vous vous heurtez à ce mur de silence. Vous arrivez, avec les meilleures intentions du monde, en montrant vos plus belles cartes, votre parcours, votre réussite, votre culture. Vous démontrez que vous êtes un homme de valeur, un homme compétent. Mais la femme en face de vous n'évalue plus cela. Elle a déjà sa propre valeur. Elle n'attend pas une démonstration, elle attend une connexion. Et quand elle ne la trouve pas, elle ne fait pas de scène, elle ne se plaint pas. Elle se retire, poliment. Parce qu'une femme qui a passé 40 ans à être invisible à côté d'un homme ne recommencera pas une minute de plus. Ce n'est pas ce que vous vouliez dire, bien sûr, mais c'est exactement ce qu'elle a entendu. Alors, quelle est cette qualité qui distingue si radicalement un homme d'un autre aux yeux d'une femme de mon âge? Ce n'est ni votre statut, ni votre apparence, ni l'épaisseur de votre carnet d'adresses. C'est une qualité infiniment plus rare et plus puissante, la curiosité authentique. Je ne parle pas de la curiosité d'un enquêteur qui coche des cases pour établir une fiche de renseignement. Avez-vous des enfants? Depuis quand êtes-vous seul? Où partez-vous en vacances? Je parle d'un intérêt sincère pour la femme que nous sommes devenues aujourd'hui, après avoir traversé toute une vie. Nous, les femmes de ma génération, avons passé notre existence à écouter les histoires des autres, celles de nos parents, de nos maris, de nos enfants, de nos patrons. Un homme qui, à son tour, est plus intéressé par notre histoire que par le besoin de raconter la sienne, ne se rend pas compte du pouvoir qu'il déploie. Il ne séduit pas, il captive. Laissez-moi vous donner un exemple très simple. Une femme vous dit « J'ai fait un très beau voyage en Sicile l'an dernier ». L'homme bien intentionné, l'homme moyen, demandera « Dans quelle ville exactement? Vous étiez à Palerme, à Syracuse ?» Il s'intéresse aux faits, à l'itinéraire. Il cherche à se connecter par la connaissance. L'homme qui se distingue posera une autre question. Il dira « Quelle est l'image ou la sensation de ce voyage qui vous revient le plus souvent à l'esprit? Vous voyez la différence? Le premier s'intéresse à ce qu'elle a fait, le second à ce qu'elle est devenue. Le premier mène un interrogatoire poli. Le second ouvre la porte de son monde intérieur. Et pour y parvenir, il n'y a pas de technique compliquée. Il suffit de pratiquer ce que j'appelle l'écoute rebond. Au lieu de préparer votre prochaine question pendant qu'elle parle, écoutez vraiment sa réponse et posez une question qui approfondit ce qu'elle vient de vous confier. C'est tout, mais cela change tout. Il y a un autre réflexe, très masculin celui-là, qui est de vouloir réparer nos vies. Quand une femme de 60 ans partage une inquiétude, elle ne cherche presque jamais une solution. Elle cherche une connexion. Elle vous dit qu'elle s'inquiète pour son fils adulte qui traverse une période difficile. L'homme moyen, pour se montrer utile et compétent, dira
Il devrait faire ceci, ou il devrait essayer cela. En faisant cela, sans le vouloir, il communique deux choses terribles. La première, c'est qu'il la juge incompétente pour gérer une situation qu'elle gère probablement depuis des décennies. La seconde, c'est qu'il invalide son émotion. L'homme désirable, lui, ne donnera aucun conseil. Il dira simplement « Cela doit être lourd à porter pour vous ». Cette phrase est un baume. Il valide son ressenti au lieu de gérer son problème. Pour une femme qui a passé 40 ans à tout gérer, c'est un soulagement immense d'être enfin entendue, pas conseillée. Cet homme qui nous captive n'est pas non plus une forteresse. Il n'a pas peur de partager une once de sa propre incertitude. Attention, je ne parle pas de se plaindre, ce qui n'est jamais séduisant. Je parle de créer un espace de confiance. Au lieu de se lamenter sur la difficulté de faire des rencontres, il peut dire avec un sourire léger, presque complice. Naviguer dans ce nouveau monde de rencontres après tant d'années, c'est toute une aventure, vous ne trouvez pas? Cela change complètement la dynamique. Mon mari, Bertrand, n'aurait jamais admis une telle chose. Pour lui, comme pour beaucoup d'hommes de sa génération, toute incertitude était un aveu d'échec. Mais un homme qui sait formuler une vulnérabilité partagée n'est pas faible. Il est humain. Et par cette simple phrase, il nous invite à l'être avec lui, d'égal à égal. Enfin, il y a l'élégance de la mémoire. C'est peut-être le geste le plus séduisant et certainement le plus rare. C'est celui qui prouve qu'un homme a non seulement écouté, mais qu'il a retenu. Gilles, cet homme que j'ai connu après ma séparation, m'avait un jour interrogé sur un détail anodin, une chose que je lui avais mentionnée des semaines auparavant, à propos d'un livre d'un petit éditeur que je cherchais sans succès. Ce simple « Avez-vous finalement trouvé ce livre dont vous me parliez ?» a provoqué en moi un petit choc émotionnel. Cela voulait dire quelque chose de fondamental. Je n'étais pas une rencontre interchangeable. Notre conversation avait laissé une trace. J'existais pour lui en dehors de sa présence. Un homme qui prend une note mentale d'un détail personnel et y fait référence plus tard ne montre pas seulement qu'il a une bonne mémoire. Il montre qu'il accorde de la valeur à notre monde. Et ça, c'est irrésistible. Je me souviens de mon premier vrai rendez-vous après ma séparation d'avec Bertrand. L'homme s'appelait Alain. Il était charmant, cultivé, impeccable. Le genre d'homme qui aurait rassuré ma mère. Pendant 2 heures, il m'a décrit sa brillante carrière d'avocat, sa passion pour l'opéra, ses voyages en Inde, les défis de la rénovation de sa maison de campagne. Il ne se vantait pas, non, il racontait. Il était intéressant, vraiment. Mais tout au long du dîner, pendant que je hochais la tête et souriais, un petit monologue tournait en boucle dans ma tête, et il disait ceci. Il ne m'a pas posé une seule question. Pas une seule qui ne servait pas à alimenter sa propre histoire. Je suis redevenue un miroir, comme avec Bertrand. Je sentais un poids familier s'installer dans ma poitrine, cette sensation d'être une simple surface polie sur laquelle un homme fait rebondir l'écho de sa propre vie. À la fin de la soirée, quand Alain a dit avec une assurance tranquille qui m'a glacée « J'espère que nous nous reverrons », je lui ai souri. Et j'ai répondu la phrase consacrée, cette phrase que toutes les femmes de ma génération connaissent. Ce fut une très belle soirée, merci. Une fin de non-recevoir polie, mais définitive. Il n'a jamais su pourquoi il n'y a pas eu de second rendez-vous. Il est probablement rentré chez lui en pensant que la soirée s'était bien passée. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que ma décision était prise bien avant que le café n'arrive. Elle n'a pas été prise avec colère. Elle a été prise avec une immense lassitude. Si cet homme, à un seul moment, s'était arrêté, m'avait regardé et m'avait posé une question qui venait du cœur, n'importe laquelle, sur ce qui m'animait moi,
tout aurait pu être différent. Mais il ne l'a pas fait. Et je préférais être seule plutôt que d'être de nouveau invisible à côté de quelqu'un. Cet homme n'avait rien fait de mal, comprenez-moi bien. Il avait simplement oublié de s'intéresser à moi. Le résultat de cette curiosité authentique, voyez-vous, n'est pas simplement d'obtenir un autre rendez-vous. C'est de changer radicalement la nature même de l'interaction. Quand un homme fait preuve de cet intérêt sincère, la femme en face de lui se détend. La performance s'arrête, de part et d'autre. Les armures tombent. Une véritable rencontre peut enfin commencer. Un homme qui maîtrise cet art ne cherche plus à impressionner, il cherche à connaître. Et par cet acte simple, presque révolutionnaire, il devient fascinant. Il n'obtient pas notre numéro de téléphone, il obtient notre confiance. Et à notre âge, la confiance est infiniment plus désirable qu'un compliment. Ce n'est plus le début d'un jeu de séduction, c'est celui d'une relation possible. La véritable élégance, pour un homme de votre âge, n'est plus de démontrer, c'est d'inviter l'autre à exister pleinement devant vous.